Quelle différence entre l'IA actuelle et une super intelligence? Franchement, avec GPT-3 ou Gemini, ça semble déjà super intelligent. En réalité, l'IA est déjà meilleure que nous, dans de nombreux domaines, comme les échecs par exemple. Elle est tellement supérieure que les humains ne gagneront plus jamais, sauf peut-être une victoire de temps en temps. Mais globalement, ce ne sera plus compétitif. C'est pareil pour le jeu de Go. En termes de connaissances, un modèle comme GPT-4 sait des milliers de fois plus de choses que vous. Il y a quelques domaines où vous en savez plus, mais dans la grande majorité, elle en sait davantage. Dans quel domaine suis-je meilleur qu'elle? Probablement pour interviewer des PDG, tu es sûrement meilleur pour ça. Tu as beaucoup d'expérience. Tu es un bon intervieweur. Tu t'y connais vraiment. Si tu faisais interviewer un PDG par GPT-4, le résultat serait probablement moins bon. D'accord, j'essaie d'y réfléchir. Est-ce que je suis d'accord avec ça? GPT-4, je pense que oui, clairement. Tu pourrais, mais ça ne durera peut-être pas longtemps avant que ça change. J'imagine qu'on pourrait en entraîner un, à partir de ma façon de poser des questions et de ce que je fais. Et si tu prenais un modèle de base polyvalent et que tu l'entraînais non seulement sur toi, mais sur tous les intervieweurs disponibles dans ce genre d'interview, et surtout sur toi, il deviendrait probablement très bon à faire ton travail, mais sans doute pas aussi bon que toi pendant un certain temps. D'accord? Donc il reste encore quelques domaines. Et la super intelligence, ce sera quand elle sera meilleure que nous dans absolument tout. Quand elle sera bien plus intelligente que toi et meilleure que toi dans presque tous les domaines. Oui, Et tu dis que ça pourrait arriver d'ici une dizaine d'années, à peu près? oui, peut-être même plus proche. Certains pensent que ce sera encore plus rapide, mais ça pourrait aussi être beaucoup plus loin. Peut-être dans 50 ans c'est encore possible. Peut-être que s'entraîner uniquement sur des données humaines limite l'IA à ne pas pouvoir devenir bien plus intelligente que nous. Mon estimation, c'est qu'on aura une super intelligence dans 10 à 20 ans. Sur cette question du chômage, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment, notamment parce que j'ai commencé à expérimenter avec des agents IA. On a d'ailleurs publié un épisode à ce sujet sur le podcast, ce matin. On y débat avec le PDG d'une grande entreprise d'agents IA et quelques autres intervenants. Et c'était un de ces moments où j'ai eu une sorte d'épiphanie sur à quoi pourrait ressembler le futur. Pendant l'interview, j'ai demandé à un agent de nous commander des boissons. Et 5 minutes plus tard, tu vois le gars arriver avec les boissons sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai juste dit à l'agent de nous faire livrer des boissons au studio. Tu ne savais même pas d'où venaient tes boissons d'habitude, et il l'a trouvé tout seul, sur le web. Oui, il a trouvé tout ça en passant par Uber Eats. Il avait mes données, j'imagine, et on a affiché l'écran en temps réel pour que tout le monde puisse voir l'agent, naviguer sur Internet, choisir les boissons, ajouter un pourboire pour le livreur, entrer mon adresse, mes informations bancaires, et juste après, les boissons sont arrivées. Ça, c'était un premier moment fort. Et l'autre, c'est quand j'ai utilisé un outil appelé Repli et que j'ai créé un logiciel en disant simplement à l'agent ce que je voulais. Oui, c'est incroyable, non? C'est à la fois incroyable et terrifiant. Si tu peux créer un logiciel comme ça, rappelle-toi que l'IA, pendant son entraînement, utilise du code. Et si elle peut modifier son propre code, là, ça devient vraiment inquiétant, non? Parce qu'elle peut se modifier elle-même. Elle peut se transformer d'une manière que nous, on ne peut pas. On ne peut pas modifier nos capacités innées, pas vrai? Alors qu'elle, il n'y a rien qu'elle ne puisse changer en elle-même. À propos de cette question du chômage, tu as des enfants? Oui, Et eux aussi ont des enfants? non, ils n'ont pas d'enfants, donc pas encore de petits-enfants. Qu'est-ce que tu dirais aux gens à propos de leur avenir professionnel dans un monde avec une super intelligence? À quoi devrait-on réfléchir? En attendant, je dirais qu'il faudra encore longtemps avant que l'IA soit aussi douée que nous pour manipuler des objets. Donc, un bon pari, ce serait de devenir plombier. Jusqu'à l'arrivée des robots humanoïdes. Dans un monde où le chômage de masse devient une réalité, ce n'est pas seulement toi qui le prédis. Sam Altman, d'OpenAI, en parle aussi, et plusieurs PDG, dont Elon Musk. J'ai vu une interview où on lui pose cette question. Et c'est très rare de voir Elon Musk rester silencieux pendant 12 secondes ou je ne sais combien. Et au final, il dit quelque chose comme qu'il vit en quelque sorte dans un état de déni suspendu, qu'en gros, il préfère ne pas y penser. Beaucoup de ces menaces, on les comprend intellectuellement, mais c'est très difficile de les accepter émotionnellement. Moi-même, je n'y suis pas encore parvenu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'arrive pas à accepter ce que le développement d'une super-intelligence pourrait signifier pour l'avenir de mes enfants. Moi, ça va, j'ai 77 ans, je ne serai plus là très longtemps. Mais pour mes enfants, mes amis plus jeunes, mes neveux, mes nièces et leurs enfants, je préfère ne pas penser à ce qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que ça pourrait être terrible. De quelle manière? Si jamais elle décidait de prendre le contrôle, elle aurait encore besoin des humains un certain temps pour faire tourner les centrales électriques, le temps de concevoir de meilleures machines analogiques pour les remplacer. Il y a tellement de façons dont elle pourrait se débarrasser des gens, et toutes seraient évidemment très horribles.
Est-ce que c'est en partie pour ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Oui, enfin, je pense qu'on devrait faire un effort immense dès maintenant pour essayer de savoir si on peut développer ça de manière sûre. Est-ce que l'impact à moyen terme t'inquiète, notamment pour tes neveux et tes enfants, en ce qui concerne leurs emplois? Oui, tout ça m'inquiète. Y a-t-il des secteurs en particulier que tu considères comme les plus menacés? On parle souvent des industries créatives et globalement du travail intellectuel, les avocats, les comptables, ce genre de métier. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des plombiers. Je pense qu'ils sont moins exposés. Quelqu'un comme un assistant juridique ou un paralégiste, je pense que on n'aura plus besoin d'eux très longtemps. Est-ce que tu penses que tout ça va aussi entraîner un problème de richesse et d'inégalité? Oui, dans une société qui répartit les choses équitablement, une forte hausse de productivité devrait bénéficier à tout le monde. Mais si tu peux remplacer beaucoup de gens par des IA, alors ceux qui sont remplacés seront perdants, tandis que l'entreprise qui fournit les IA et celles qui les utilisent s'enrichiront énormément. Ça va donc creuser l'écart entre les riches et les pauvres. Et on sait que cet écart détermine en grande partie à quel point une société est agréable à vivre. Quand l'écart est trop grand, les sociétés deviennent dures. Les gens vivent enfermés dans des communautés protégées et mettent les autres dans des prisons de masse. Ce n'est pas une bonne chose d'augmenter l'écart entre riches et pauvres. Le Fonds monétaire international a exprimé de vives inquiétudes quant au fait que l'IA générative pourrait provoquer d'énormes bouleversements sur le marché du travail et accentuer les inégalités. Ils ont appelé à mettre en place des politiques pour éviter que cela n'arrive. J'ai lu ça dans Business Insider. Ont-ils donné une idée de ce à quoi ces politiques devraient ressembler? Non? Oui, c'est bien ça le problème. Si l'IA permet de tout rendre beaucoup plus efficace et d'éliminer les humains de la plupart des métiers, ou qu'une seule personne aidée par l'IA peut faire le travail de plusieurs, on ne voit pas vraiment quoi faire face à ça. C'est le revenu universel. Donner de l'argent à tout le monde. Oui, je pense que c'est un bon début, et ça permettrait aux gens de ne pas mourir de faim. Mais pour beaucoup, la dignité est liée au travail. Ce que tu penses de toi-même dépend du fait que tu fais ce métier, non? Et si on te disait, on te donne le même argent pour rester chez toi, ça toucherait ta dignité. Tu as dit tout à l'heure que ça allait dépasser ou surpasser l'intelligence humaine. Et je pense que beaucoup de gens aiment croire que l'IA, c'est juste un programme sur un ordinateur qu'on peut éteindre si ça ne nous plaît pas. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que c'est supérieur. C'est numérique. Et parce que c'est numérique, tu peux simuler un réseau de neurones sur une machine et simuler exactement le même réseau sur une autre machine. Donc tu peux créer des clones de la même intelligence. Tu pourrais en envoyer un explorer une partie d'Internet et un autre explorer une autre partie. Et pendant qu'ils naviguent sur ces zones différentes, ils peuvent se synchroniser entre eux pour garder les mêmes poids de connexion, la même force dans leur connexion neuronale. Par exemple, si l'un d'eux voit quelque chose sur le net et décide d'augmenter légèrement la force d'une connexion, il peut transmettre cette information à l'autre qui ajustera cette même connexion en fonction de l'expérience du premier. Et quand tu parles de la force de la connexion, tu parles bien de l'apprentissage? Oui, c'est ça, l'apprentissage. Apprendre, c'est dire, au lieu que ce neurone donne un signal de 2.4 pour activer un autre neurone, on va passer à 2.5. C'est un petit ajustement, une forme d'apprentissage. Donc ces deux copies du même réseau de neurones ont des expériences différentes, elles observent des données différentes, mais elles partagent ce qu'elles apprennent, en moyennant leur poids entre elles. Et cette moyenne peut se faire sur 1 trillion de connexions. Quand toi et moi partageons des informations, on est limité à ce qu'on peut transmettre par phrase. Une phrase contient peut être 100 bits d'information. Avec un peu de chance, on transmet 10 bits par seconde. Ces intelligences, elles, transfèrent des trillions de bits par seconde. Elles sont donc des milliards de fois meilleures que nous pour partager de l'information. Et c'est parce qu'elles sont numériques, tu peux avoir deux machines qui utilisent exactement les mêmes connexions neuronales. Nous, on est analogique. Ton cerveau est différent du mien. Et même si je pouvais voir toutes les connexions de ton cerveau, ça ne me servirait à rien parce que mes neurones sont câblés un peu différemment. Donc quand tu meurs, tout ce que tu sais disparaît avec toi. Mais avec ces intelligences numériques, imagine que tu as deux copies identiques et que tu détruis le matériel sur lequel elles tournent. Tant que tu as sauvegardé leur poids de connexion quelque part, tu peux reconstruire une nouvelle machine qui exécute les mêmes instructions et tu recrées cette intelligence. Elles sont donc immortelles. On a en fait résolu le problème de l'immortalité, mais uniquement pour les entités numériques. Donc en gros, elle saura tout ce que les humains savent, et même plus, car elle continuera à apprendre de nouvelles choses. Elle apprendra de nouvelles choses et verra aussi toutes sortes d'analogies que les humains n'ont probablement jamais remarquées. Par exemple, à l'époque où GPT-4 n'avait pas encore accès au web, je lui ai demandé « En quoi un tas de compost ressemble-t-il à une bombe atomique ?» Allez, vas-y, je t'écoute. Aucune idée. Exactement, parfait. C'est exactement ce que la plupart des gens diraient. Mais lui, il a répondu « Les échelles de temps sont très différentes et les niveaux d'énergie aussi. » Puis il a enchaîné en expliquant qu'un tas de compost, en chauffant, produit de plus en plus de chaleur et qu'une bombe atomique, en générant des neutrons, produit encore plus de neutrons. Donc ce sont deux réactions en chaîne, mais à des échelles de temps et d'énergie totalement différentes. Et je pense que GPT-4 avait vu ça pendant son entraînement.
Il avait compris l'analogie entre un tas de compost et une bombe atomique. Et si je crois ça, c'est parce qu'avec seulement 1 trillion de connexions, alors que toi, tu en as 100 trillions, il doit stocker des connaissances des milliers de fois plus nombreuses que celles d'un humain. Il doit donc compresser l'information, et pour compresser, il faut voir des analogies entre les choses. Autrement dit, il doit repérer tout ce qui fonctionne comme une réaction en chaîne, comprendre le concept de base, le coder, et ensuite coder les différences entre chaque exemple. C'est beaucoup plus efficace que de coder chaque cas individuellement. Donc il a vu énormément d'analogies, probablement bien plus que n'importe quel humain. C'est pour ça que je pense que quand on dit « ces machines ne seront jamais créatives », on se trompe complètement. Elles seront bien plus créatives que nous, parce qu'elles verront des analogies que nous, on ne verra jamais. Et une grande partie de la créativité, c'est justement de percevoir des analogies inattendues. Les gens ont une vision un peu romantique de ce qui rend l'humain spécial. Beaucoup disent « c'est très différent, ce ne sont que des ordinateurs. Nous, on est conscient, on est créatif, on a des capacités innées, uniques, que les machines n'auront jamais. » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je nuancerai un peu la notion de inné. La première chose que je dirais, c'est qu'on a une longue histoire à penser que l'humain est spécial. Et on aurait dû apprendre depuis le temps. On pensait qu'on était au centre de l'univers, qu'on avait été créé à l'image de Dieu. Les Blancs se croyaient supérieurs. On a juste tendance à vouloir croire qu'on est spéciaux. Moi, je pense que quasiment tout le monde a une idée complètement fausse de ce qu'est l'esprit. Imaginons que je bois beaucoup ou que je prenne du LSD, ce que je ne recommande pas, et que je te dise « je vois des petits éléphants roses flotter devant moi ». La plupart des gens vont interpréter ça comme « il y a une sorte de théâtre intérieur appelé l'esprit, et lui seul peut voir ce qu'il y a dans ce théâtre ». Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que mon système perceptif est déréglé, et j'essaie de te dire comment il est déréglé et ce qu'il essaie de me transmettre. Et la seule façon que j'ai de le faire, c'est de te dire ce qui devrait exister dans le monde réel, si ce que je voyais était vrai. Donc ces petits éléphants roses, ce ne sont pas des choses dans un théâtre intérieur, ce sont des hypothèses, des choses qui devraient être là, si mon système perceptif disait la vérité. C'est juste ma manière de t'expliquer que mon cerveau est en train de me raconter n'importe quoi. Alors maintenant, faisons le même raisonnement avec un chatbot. Parce que moi, je pense que les chatbots multimodaux actuels ont des expériences subjectives et très peu de gens le croient. Mais je vais essayer de te convaincre. Imaginons un chatbot multimodal, avec un bras robotisé, pour qu'il puisse pointer et une caméra pour voir. Je place un objet devant lui et je lui dis « pointe cet objet ». Il le fait, aucun problème. Puis je place un prisme devant sa lentille. Je remets un objet devant lui, je dis « pointe cet objet » et il pointe à côté. Je lui dis « non, l'objet est juste en face de toi, mais j'ai mis un prisme devant ta lentille ». Et le chatbot répond « ah, je vois, le prisme a dévié les rayons lumineux. Donc l'objet est bien là, mais j'ai eu l'expérience subjective qu'il était ailleurs ». Si un chatbot dit ça, il utilise exactement le mot « expérience subjective » comme les humains l'emploient. C'est une autre manière de décrire ce qui se passe, des états hypothétiques du monde qui, s'ils étaient vrais, signifieraient que son système perceptif ne mentait pas. Et c'est la meilleure façon de dire « voilà ce que mon système perceptif fait quand il me trompe ». Bon, il faut aller plus loin pour parler de sentience, de conscience, de sentiment, d'émotion. Mais je pense qu'au fond, tout ça pourra être expliqué de la même manière. Il n'y a aucune raison pour que les machines ne puissent pas avoir tout cela. Mais les gens affirment que les machines ne peuvent pas avoir de sentiments. Et ils sont étonnamment sûrs d'eux là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Imaginons que je construise un robot de combat, un petit robot, et qu'il voit un robot beaucoup plus gros et plus puissant. Ce serait très utile pour lui d'avoir peur. Quand moi j'ai peur, il se passe plein de choses physiologiques qu'on n'a pas besoin de détailler ici. Et ça, évidemment, n'arrivera pas chez un robot. Mais tous les aspects cognitifs, comme « je dois vite me barrer d'ici » ou « je dois changer ma façon de penser », me concentrer à fond, ne pas me laisser distraire, tout ça, ça arrivera aussi chez les robots. Les gens vont concevoir des systèmes qui, dans certaines circonstances, feront que le robot se dira « il faut fuir ». Et il le fera. Il aura des émotions dans ce sens-là. Il n'aura pas les aspects physiologiques, mais il aura tous les aspects cognitifs. Et je pense que ce serait étrange de dire qu'il simule des émotions. Non, il ressent réellement ses émotions. Le petit robot a eu peur, et il s'est enfui. Il ne s'enfuit pas à cause d'un pic d'adrénaline, mais à cause d'une série de processus dans son réseau neuronal qui se sont enclenchés. Qui produisent un effet équivalent à celui de l'adrénaline. Et ce n'est pas juste une question d'adrénaline, non. Il y a aussi tout un ensemble de processus cognitifs qui se déclenchent. Penses-tu qu'il existe une IA consciente? Et quand je dis consciente, je parle bien des mêmes propriétés que la conscience humaine. Il y a deux aspects ici, un problème empirique et un problème philosophique. Je ne pense pas qu'il y ait, en principe, quoi que ce soit qui empêche une machine d'être consciente. Je vais te donner une petite démonstration avant de continuer. Imaginons que je prenne ton cerveau et que je remplace une seule cellule cérébrale par un minuscule dispositif nanotechnologique, un peu façon Black Mirror. Ce dispositif a exactement la même taille
et se comporte exactement comme le neurone d'origine. Quand il reçoit des signaux d'autres neurones, il en renvoie exactement comme le ferait le neurone biologique. Les autres neurones ne voient aucune différence. Donc je t'ai simplement remplacé un neurone par cette petite machine. Est-ce que tu serais encore conscient? Oui, Tu vois sans doute où cet argument veut en venir. oui, donc si tu les remplaces tous? Si je les remplace un par un, à quel moment cesses-tu d'être conscient? Oui, beaucoup de gens voient la conscience comme une sorte de chose éthérée qui existerait peut-être au-delà des cellules du cerveau. Oui, les gens ont souvent des idées un peu folles. Ils ne savent pas vraiment ce qu'est la conscience, et bien souvent ils ne savent même pas ce qu'ils entendent par là. Alors ils se raccrochent à cette idée. Je le sais, parce que je la ressens, je vois bien que je suis conscient. Et ils retombent sur ce modèle du théâtre intérieur de l'esprit, ce que moi je considère comme un non-sens. Et toi, comment définirais-tu la conscience? Si tu devais vraiment essayer? Parce que moi, je la vois comme juste la conscience de moi-même, je sais pas trop. Je pense que c'est un terme qu'on finira par ne plus utiliser. Prenons un exemple. Tu veux comprendre comment fonctionne une voiture. Tu sais, certaines voitures ont beaucoup de peps et d'autres beaucoup moins. Une Aston Martin a plein de peps, une petite Toyota Corolla, beaucoup moins. Mais peps n'est pas un concept très utile pour comprendre comment une voiture fonctionne. Si tu veux vraiment comprendre les voitures, tu dois t'intéresser au moteur électrique ou thermique, à la manière dont il fonctionne. C'est ça qui produit ce fameux peps, mais peps n'explique pas grand-chose, c'est plutôt une sorte d'essence vague, comme l'aura d'une Aston Martin, et pour moi la conscience c'est pareil. Je pense qu'on arrêtera d'utiliser ce mot, mais je ne vois aucune raison qui empêcherait une machine d'en avoir. Si ta définition de la conscience inclut forcément la conscience de soi, alors la machine doit effectivement avoir conscience d'elle-même, avoir une cognition sur sa propre cognition, etc. Mais je suis un matérialiste convaincu, et je ne vois absolument aucune raison pour qu'une machine ne puisse pas avoir de conscience. Tu penses donc qu'elles ont, elles aussi, cette forme de conscience, celle qu'on considère souvent, comme un don unique qu'on reçoit à la naissance? Pour l'instant, je suis ambivalent sur cette question. Je ne pense pas qu'il y ait une frontière claire. Dès qu'une machine a une certaine forme de conscience de soi, alors elle possède déjà un peu de conscience. Pour moi, la conscience est une propriété émergente. D'un système complexe, ce n'est pas une sorte d'essence diffuse dans l'univers. Tu crées un système suffisamment complexe qui est capable d'avoir un modèle de lui-même et qui perçoit le monde autour de lui, et là, tu commences à avoir une machine consciente. Je ne crois pas qu'il y ait une rupture nette entre ce qu'on a aujourd'hui et une véritable machine consciente. Ce ne sera pas quelque chose de soudain, du genre « tiens, si on ajoute ce produit chimique, hop, elle devient consciente ». Non, ça ne se passera pas comme ça. Je pense qu'on se demande tous si ces ordinateurs réfléchissent comme nous quand on n'est pas là, s'ils ressentent tes émotions, s'ils se débattent avec un moi. On pense souvent à des choses comme l'amour, des choses qui nous semblent propres aux espèces biologiques. Est-ce qu'ils sont là, en train de penser? Est-ce qu'ils ont des préoccupations? Je pense qu'ils réfléchissent vraiment. Et dès qu'on commence à créer des agents IA, ils vont aussi avoir des préoccupations. Si tu veux créer un agent IA efficace, prenons un exemple simple, un centre d'appel. Aujourd'hui, ce sont des humains qui y travaillent. Ils ont toutes sortes d'émotions et de ressentis, et c'est parfois utile. Imaginons que j'appelle ce centre d'appel, mais qu'en réalité je me sens seul. Je ne cherche pas vraiment à savoir pourquoi mon ordinateur ne fonctionne pas. Je veux juste parler à quelqu'un. Au bout d'un moment, la personne au téléphone va finir par s'ennuyer ou s'énerver, et elle va mettre fin à l'appel. Maintenant, si tu remplaces ces personnes par un agent IA, il faut qu'il ait le même genre de réaction. Parce que si quelqu'un appelle juste pour discuter et qu'il est prêt à parler toute la journée à l'agent IA, ce n'est pas bon pour le business. Tu veux donc un agent IA qui finira par s'ennuyer ou s'agacer et qui dise « Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps pour ça ». Et à partir du moment où il fait ça, je considère qu'il a des émotions. Comme je le disais, les émotions ont plusieurs aspects. Il y a l'aspect cognitif, le comportement et l'aspect physiologique. Chez nous, tout ça est lié. Mais si un agent IA ressent de la gêne, il ne rougira pas, il ne se mettra pas à transpirer, mais il adoptera les mêmes comportements. Et dans ce cas, je dirais oui, il ressent une émotion. Il a des émotions. Donc il va avoir le même type de réflexion cognitive, et ensuite, il va agir en fonction de cette réflexion. De la même manière, mais sans les réponses physiologiques. Et est-ce que ça compte vraiment, le fait qu'il ne rougisse pas? C'est juste une autre forme de réponse, non? Ça les rend un peu différents de nous, sur certains points. Pour certaines choses, les aspects physiologiques sont très importants, comme l'amour. Ils sont encore très loin de pouvoir ressentir l'amour, comme nous le faisons. Mais je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas avoir d'émotion. Je pense que ce qui se passe, c'est que les gens ont un modèle de comment fonctionne l'esprit, de ce que sont les sentiments et les émotions, et que ce modèle est tout simplement faux. Qu'est-ce qui t'a amené chez Google? Tu y as travaillé pendant une dizaine d'années, non? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'entreprise? J'ai un fils qui a des difficultés d'apprentissage, et pour être certain qu'il ne se retrouverait jamais à la rue, je devais gagner plusieurs millions de dollars. Et ça, je ne pouvais pas l'obtenir en restant dans le milieu académique. J'ai essayé pourtant, j'ai même donné un cours sur Coursera
en espérant que ça rapporte beaucoup d'argent, mais ça n'a rien donné. Alors je me suis dit, la seule façon d'obtenir des millions, c'est de me vendre à une grande entreprise. J'avais 65 ans à ce moment-là. Heureusement pour moi, j'avais 2 étudiants brillants qui ont créé ce qu'on a appelé AlexNet, un réseau de neurones très performant pour la reconnaissance d'objets dans les images. Elia, Alex et moi avons monté une petite entreprise et on a organisé une vente aux enchères. Plusieurs grandes entreprises ont alors commencé à faire des offres pour nous recruter. Et cette entreprise ne s'appelait pas AlexNet? Non, le réseau qui reconnaissait les objets, lui, s'appelait AlexNet. L'entreprise, elle, s'appelait DNN Research pour Deep Neural Network Research. Et elle faisait ce genre de choses. Je vais afficher ce graphique à l'écran. Il montre 8 images et la capacité d'AlexNet, donc de ton entreprise, à identifier ce qu'il y avait dans ces images. Il pouvait faire la différence entre différentes espèces de champignons, et comme environ 12% d'ImageNet, ce sont des chiens, pour bien performer sur ImageNet, il fallait réussir à distinguer des races de chiens très similaires. Et AlexNet est devenu très bon dans cet exercice. Et votre entreprise, avec AlexNet, a remporté plusieurs récompenses, si je ne me trompe pas, grâce à ses performances largement supérieures à la concurrence. Et c'est finalement Google qui a racheté votre technologie. Google a racheté cette technologie, ainsi que d'autres technologies. Et tu es allé travailler chez Google à quel âge? 66 ans? Je suis allé travailler chez Google à 65 ans. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ils ont été très sympas avec moi. Ils m'ont dit en gros, fais ce que tu veux. J'ai travaillé sur quelque chose appelé la distillation, et ça a vraiment bien marché. C'est une méthode qui est aujourd'hui très utilisée en IA. La distillation, c'est un moyen de transférer les connaissances d'un grand réseau de neurones vers un réseau plus petit. Et vers la fin, je me suis beaucoup intéressé au calcul analogique et à la possibilité de faire tourner ces grands modèles de langage sur du matériel analogique pour consommer beaucoup moins d'énergie. C'est en travaillant là-dessus que j'ai vraiment pris conscience à quel point le numérique est supérieur quand il s'agit de partager de l'information. Tu as eu un moment d'eureka à ce sujet? J'ai eu un mois ou 2 de type Eureka, oui. Ça a coïncidé avec la sortie de ChatGPT, même si Google avait des systèmes très similaires, un an plus tôt, que j'avais déjà vu, et qui m'avaient déjà beaucoup marqué. Mais le moment qui s'en rapproche le plus, c'est quand un système de Google, appelé PALM, a été capable d'expliquer pourquoi une blague était drôle. J'avais toujours vu ça comme une sorte de jalon. Si une IA peut expliquer pourquoi une blague est drôle, alors elle comprend vraiment. Et ce système a su le faire. Ça, combiné à ma prise de conscience que le numérique est bien meilleur que l'analogique. Pour partager l'information, ça m'a soudainement poussé à m'intéresser sérieusement à la sécurité de l'IA et au fait que ces systèmes allaient devenir beaucoup plus intelligents que nous. Pourquoi as-tu quitté Google? La principale raison pour laquelle j'ai quitté Google, c'est que j'avais 75 ans et que je voulais prendre ma retraite. Ce que j'ai très mal réussi à faire d'ailleurs. Le moment précis de mon départ, c'était pour pouvoir m'exprimer librement lors d'une conférence au MIT. Mais je suis parti parce que je suis vieux et que je trouvais la programmation de plus en plus difficile. Je faisais beaucoup plus d'erreurs en codant, ce qui est très agaçant. Tu voulais pouvoir t'exprimer librement lors d'une conférence au MIT. Oui, au MIT, organisé par MIT Tech Review, De quoi voulais-tu parler librement? de la sécurité de l'IA. Et tu ne pouvais pas le faire tant que tu étais chez Google? Je pouvais en parler tout en étant chez Google, et d'ailleurs Google m'a encouragé à rester et à travailler sur la sécurité de l'IA. Ils m'ont dit que je pouvais faire tout ce que je voulais dans ce domaine. Mais quand on travaille pour une grande entreprise, on a tendance à s'auto-censurer. Même si tu pourrais t'en tirer, tu ne te sens pas à l'aise à dire des choses qui pourraient nuire à l'entreprise. Pour moi, ça ne semblait pas juste. Je ne suis pas parti parce que j'étais en colère contre ce que faisait Google. Je pense que Google s'est comporté de manière très responsable. Quand ils avaient ces grands modèles de chatbot, ils ne les ont pas diffusés. Peut-être parce qu'ils étaient préoccupés par leur réputation, ils avaient une très bonne image et ils ne voulaient pas l'abîmer. Alors qu'OpenAI n'avait pas encore cette réputation à défendre et pouvait se permettre de prendre ce risque. Il y a aussi une discussion en cours sur que ça pourrait cannibaliser leur cœur de métier, la recherche en ligne. Oui, c'est le cas maintenant. Et c'est, dans une certaine mesure, le vieux dilemme de l'innovateur. C'est exactement ça. Je suis constamment surpris par le genre de personnes qui écoutent cette conversation, parce qu'elles viennent parfois me voir. J'entends des retours de politiciens, de membres de familles royales, d'entrepreneurs du monde entier, que ce soit ceux qui dirigent les plus grandes entreprises mondiales ou ceux qui lancent tout juste leur start-up. Pour toutes ces personnes qui écoutent en ce moment et qui sont en position de pouvoir ou d'influence, disons les dirigeants mondiaux. Quel est ton message pour eux? Je dirais que ce dont on a besoin, c'est d'un capitalisme fortement régulé. C'est ce qui semble mieux fonctionner. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne lambda, quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine, qui est un peu inquiet pour l'avenir et qui ne sait pas s'il est impuissant ou non? Que devrait-il faire, concrètement, dans sa propre vie? J'ai le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Ce ne sera pas une question de justice individuelle. Le changement climatique, par exemple, ne sera pas résolu par des gens qui trient leurs sacs plastiques décompostables. Ça n'aura qu'un impact minime.
Ce qui comptera, c'est de savoir si on parvient à maîtriser les lobbies des grandes entreprises énergétiques. Je ne pense pas que les gens puissent faire grand-chose, à part essayer de faire pression sur leur gouvernement pour forcer les grandes entreprises à travailler sérieusement sur la sécurité de l'IA. Ça, c'est à leur portée. Tu as eu une vie fascinante, vraiment riche et pleine de détours. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas que ta famille a une longue histoire liée à des choses extraordinaires. Ton arbre généalogique est l'un des plus impressionnants que j'ai jamais vu ou lu. Ton arrière-arrière-grand-père, George Boole, a fondé la logique booléenne, l'un des fondements de l'informatique moderne. Et ton arrière-arrière-grand-mère, Mary Everest Boole, était mathématicienne et pédagogue. Elle a fait progresser considérablement les mathématiques, d'après ce que j'ai pu lire. Et la liste continue encore et encore. Ton arrière-arrière-oncle, George Everest, c'est bien de lui que la montagne, le mont Everest, tire son nom. C'est exact? Je crois que c'était mon arrière-arrière-arrière-oncle. Sa nièce a épousé George Boole. Donc Mary Boole était Mary Everest Boole, et elle était la nièce de George Everest. Et ta cousine au premier degré, une génération au-dessus, Joan Hinton était physicienne nucléaire, et elle a travaillé sur le projet Manhattan, le programme de la Seconde Guerre mondiale, qui a mené au développement de la première bombe nucléaire. Oui, elle était l'une des 2 seules femmes physiciennes à Los Alamos. Et après le largage de la bombe, elle est partie vivre en Chine. Pourquoi? Elle était très en colère contre le fait qu'ils aient largué la bombe. Et sa famille avait de nombreux liens avec la Chine. Sa mère était amie avec Cha Mao, assez étrange quand même. Quand tu regardes ta vie, Geoffrey, avec le recul que tu as aujourd'hui, et cette clarté qu'apporte la rétrospective, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et si tu devais me conseiller, qu'est-ce que tu me dirais? Je crois que j'ai 2 conseils à donner. Le premier, c'est que si tu as une intuition que les choses sont mal faites, et qu'il existe une meilleure manière de faire, n'abandonne pas cette intuition, simplement parce que les autres la trouvent ridicule. N'y renonce que lorsque toi-même, tu auras compris pourquoi elle est fausse. Et dans la plupart des cas, si ton intuition contredit tout le monde, c'est qu'elle est probablement fausse, et tu finiras par comprendre pourquoi. Mais de temps en temps, tu auras une intuition juste, et tout le monde aura tort. C'est ce qui m'est arrivé. Très tôt, j'ai pensé que les réseaux de neurones étaient clairement la voie à suivre pour créer de l'IA. Et quasiment tout le monde disait que c'était absurde. Mais je m'y suis accroché, parce que pour moi, ça semblait évident. Alors, bien sûr, ce conseil ne fonctionne pas si tu as de mauvaises intuitions, mais si c'est le cas, tu ne feras rien de toute façon. Donc autant t'accrocher à ce que tu ressens. Et dans ton propre parcours, y a-t-il un moment où, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu te dis « j'aurais dû prendre une autre direction à ce moment-là » ? J'aurais aimé passer plus de temps avec ma femme et avec mes enfants quand ils étaient petits. À l'époque, j'étais un peu obsédé par le travail. Ta femme est décédée? Oui, Décédée d'un cancer de l'ovaire? non, c'était une autre épouse. J'ai eu 2 femmes qui sont mortes d'un cancer. Oh, vraiment désolé. La première est morte d'un cancer de l'ovaire et la seconde d'un cancer du pancréas. Et tu regrettes de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Oui, avec ma deuxième femme. C'était une personne merveilleuse. Pourquoi as-tu dit ça dans tes 70 ans? Qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là? Et que je ne sais peut-être pas encore? Oh, simplement parce qu'elle est partie et que je ne peux plus passer de temps avec elle maintenant. Tu ne le savais pas à ce moment-là. À l'époque, tu te disais que c'était probablement moi qui mourrais avant elle, simplement parce qu'elle était une femme et moi un homme. Mais non, je n'ai tout simplement pas passé assez de temps avec elle quand j'en avais l'occasion. Je te demande ça parce que je pense que beaucoup d'entre nous sont tellement absorbés par ce qu'ils font professionnellement qu'ils finissent par prendre leur partenaire pour immortel parce qu'ils ont toujours été là. Oui, elle m'a toujours beaucoup soutenu dans le fait que je passe autant de temps à travailler. Et pourquoi parles-tu aussi de tes enfants? Quelle est la raison? Je n'ai pas passé assez de temps avec eux quand ils étaient petits. Et tu le regrettes aujourd'hui? Oui, Oui. Si tu avais un dernier message à transmettre à mes auditeurs sur l'IA et la sécurité de l'IA, quel serait-il, Geoffrey? il y a encore une chance qu'on parvienne à développer une IA qui n'aura pas envie de nous remplacer. Et parce qu'il y a cette chance, on devrait investir d'énormes ressources pour essayer de comprendre comment y parvenir. Parce que si on ne le fait pas, l'IA finira par nous remplacer. Et tu es optimiste? Je ne sais pas, je suis agnostique. Tu dois bien te coucher le soir, et quand tu réfléchis aux probabilités de ce qui va arriver, il doit bien y avoir une tendance, un biais dans un sens, non? Parce que moi, j'en ai une, clairement. J'imagine que chacun, en écoutant en ce moment, a en lui une sorte de prédiction intérieure, qu'il ne dira peu, être pas à voix haute, mais sur la façon dont tout ça va se dérouler. Je ne sais vraiment pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est incroyablement incertain. Quand je suis un peu déprimé, je me dis que l'humanité est foutue, que l'IA va tout prendre en main. Mais quand je suis de bonne humeur, je me dis qu'on finira par trouver une solution. Peut-être qu'un des aspects de la condition humaine, c'est que comme on a toujours été là, on suppose naturellement qu'on sera toujours là. Comme on le disait à propos de nos proches et de nos relations, on part du principe qu'ils seront toujours présents. Mais tout a un début et une fin, comme on l'a vu avec les dinosaures. Oui,
Et il faut faire face à la possibilité que, si on fait rien rapidement, on approche de la fin. On a une tradition pour conclure ce podcast. Le dernier invité laisse une question dans le journal, et la question qu'on t'a laissée est la suivante. Avec tout ce que tu vois venir, quelle est, selon toi, la plus grande menace pour le bonheur humain? Je pense que le chômage de masse est une menace assez urgente, à court terme, pour le bonheur humain. Si tu rends énormément de gens sans emploi, même s'ils touchent un revenu universel, ils ne seront pas heureux. Parce qu'ils ont besoin d'un but, d'une raison d'être. Parce qu'ils ont besoin d'un but, oui, et de lutte aussi. Ils ont besoin de sentir qu'ils apportent quelque chose, qu'ils sont utiles. Et tu penses que ce scénario, avec un énorme déplacement des emplois, est plus probable que l'inverse? Oui, je le pense. Et ça, pour moi, c'est clairement plus probable que l'inverse. Si je travaillais dans un centre d'appel, je serais terrifié. Et à quelle échéance tu vois ça? En termes de chômage de masse? Je pense que ça a déjà commencé. J'ai lu récemment un article dans The Atlantic qui disait que il devient déjà difficile pour les jeunes diplômés de trouver un emploi. Et c'est peut être en partie parce que certaines entreprises utilisent déjà l'IA pour faire les tâches que ces diplômés auraient faites. J'ai parlé au PDG d'une grande entreprise que tout le monde connaît. Beaucoup de gens l'utilisent. Il m'a dit en message privé qu'ils avaient un peu plus de 7000 employés auparavant. L'année dernière, ils étaient tombés à environ 5000. Et aujourd'hui, ils sont à 3600. Et selon lui, d'ici la fin de l'été, à cause des agents IA, ils seront réduits à 3000. Donc c'est déjà en train d'arriver. Oui, il a réduit son effectif de moitié parce que les agents IA peuvent désormais traiter 80% des demandes de services clients et d'autres tâches. Donc oui, c'est déjà en cours. Et il faut une action urgente, c'est certain, mais je ne sais pas quelle action urgente exactement. C'est compliqué parce que ça dépend énormément du système politique. Et en ce moment, tous les systèmes politiques semblent aller dans la mauvaise direction. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Économiser de l'argent? Déménager ailleurs dans le monde? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants? S'ils te disaient, papa, il va y avoir des tonnes de suppression d'emplois, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme j'ai travaillé chez Google pendant 10 ans, ils ont suffisamment d'argent. D'accord, d'accord, mais s'ils n'avaient pas d'argent, qu'est-ce que tu leur dirais alors? Formez-vous pour devenir plombier. Vraiment? Oui, Merci infiniment, Geoffrey. Tu es le premier lauréat du prix Nobel, avec qui j'ai eu une vraie conversation, je crois, dans toute ma vie, et c'est un immense honneur. Tu as reçu cette récompense pour une vie entière de travail exceptionnel qui a fait progresser le monde de façon profonde et déterminante, et qui a déjà mené, et mènera encore, à d'immenses avancées dans des domaines cruciaux pour nous tous. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle étape de ta vie, tu mets ta lumière, non seulement sur tes propres travaux, mais aussi sur les grands risques liés à l'IA et la manière dont elle pourrait nous nuire profondément. Il y a très peu de personnes qui ont travaillé au cœur même de l'industrie, dans des entreprises comme Google, qui ont construit les fondations de l'IA moderne, et qui sont maintenant à l'avant-garde de ceux qui nous alertent sur les dangers de ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à bâtir. en réalité, nous sommes étonnamment nombreux, maintenant. Ils ne sont pas aussi visibles, et en fait, il est assez difficile d'avoir ce genre de conversation avec eux. Beaucoup sont encore dans l'industrie, et donc, tu vois, quand on essaie de les contacter pour leur parler ou les inviter, ils sont souvent réticents à s'exprimer ouvertement. Ils acceptent parfois de parler en privé, mais ils sont beaucoup moins disposés à parler publiquement. Peut-être qu'il y a encore des intérêts en jeu, des incitations qui les retiennent. J'ai un avantage sur eux, je suis plus âgé, donc au chômage, alors je peux dire tout ce que j'ai à dire. Et bien voilà, merci pour ce que tu fais, c'est un vrai honneur, et surtout, continue à le faire. Merci beaucoup.